Je vous propose de partir à la rencontre de Monsieur Bruno, qui donc est bien le directeur de la pharmacie Delpech. C'est vous un petit peu qui avez chapeauté ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui avez proposé? Est-ce que c'est la mairie de Paris qui vous a demandé? Alors ni l'un ni l'autre, en fait, nous notre travail c'est de travailler pour les pharmaciens d'officine pour faire des préparations magistrales. Donc les pharmaciens ont l'habitude de faire appel à nous pour déjà faire de la préparation. Alors pas du tout de solution hydroalcoolique, puisque ça il y a un mois on n'en faisait pas du tout, c'était pas du tout dans nos prérogatives. Mais quand l'OMS a sorti une formule pour dire qu'il faut utiliser cette formule pour pallier la pénurie de gel et combattre l'épidémie de coronavirus, il y a beaucoup de clients pharmaciens qui nous ont demandé est-ce que vous êtes capable de faire cette préparation pour nous? Donc on a commencé à le faire selon un process pharmaceutique au départ au préparatoire, donc comme toutes les préparations qu'on faisait. Puis très vite ça s'est emballé, on est passé de dizaines de litres à des centaines de litres, à des milliers de litres, et maintenant on va faire à peu près 10 millilitres par jour, ce qui correspond à peu près à 100 000 doses individuelles. Et au début on faisait ça préparatoire, ensuite on a fait ça dans un local qui nous sert de réception de matières premières et de quarantaine et de stockage. Donc là c'était pour avoir des conditions un peu plus spacieuses, et très vite on a été aussi débordé dans ce local, donc on a commencé à stocker un peu sur la rue des bidons vides, du matériel qui ne servait plus. Et la mairie, la préfecture, sachant qu'on fabriquait de la solution hydroalcoolique, nous ont téléphoné en nous demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Et finalement c'est la préfecture et la mairie qui nous ont proposé, qui nous ont permis de barrer la rue. Et donc voilà, ça se fait naturellement. Pour le coup, c'est une bonne harmonie entre la préfecture de police qui est de l'autre côté du pont, entre la mairie de Paris, le maire du 6e, et voilà, les services de police qui viennent régulièrement, et tout se passe bien, enfin, se passe pour le mieux dans des situations qui restent quand même très dégradées, mais qui sont quand même assez efficaces. Alors, la destination de tout ça, est-ce que c'est pour la région parisienne, c'est pour toute la France? C'est beaucoup d'internautes qui nous posent la question. Mais non, c'est toute la France. Alors essentiellement quand même le nord de la France. Et après, dans les gens qui viennent ici, c'est essentiellement des pharmaciens d'officine, c'est-à-dire nos clients habituels du préparatoire viennent ici au Chaland et repartent avec 5, 10, 25 litres de solution hydroalcoolique pour après reconditionner ça dans leurs officines pour leurs patients. Et de plus en plus, on a les hôpitaux, on a les forces de l'ordre, on a les services de secours, quels qu'ils soient, les maisons de retraite, les EHPAD. Donc ça, c'est vraiment le gros tout le pôle santé. Voilà. Nous, un peu, on est des logisticiens, c'est-à-dire que, comme a dit le président, on est en guerre. On a les soignants, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants qui sont au front et qui se battent contre l'épidémie. Et nous, en fait, notre rôle, c'est d'amener à ces gens-là des moyens de protection pour pouvoir se protéger du virus. Donc c'est de la logistique pure et dure, c'est du soutien des forces, et voilà, ça nous va très bien. Alors je vois que vous mettez un peu la main à la pâte. Est-ce que vous pourriez m'expliquer les différentes étapes de production? Parce que c'est impressionnant de voir que tout est fait en quelques mètres carrés, oui. De la création au transport carrément. Oui. Alors c'est là où nous on est fort, c'est qu'on est très bien organisé. On est dans des locaux qui sont pas très grands au niveau de la pharmacie, donc on compense notre manque de place par une organisation qui est très réfléchie. Donc en fait, là-bas, les commandes arrivent, les matières premières sont déchargées, et on peut s'approcher si vous voulez. Ah oui, et c'est là où on va commencer à faire le mélange dans des cuves. Donc on va mélanger dans des cuves d'à peu près 1000 litres. Donc on mélange, c'est surtout de l'alcool à 96 degrés, ça c'est important, il faut prendre de l'alcool qui a un titre alcoolique très élevé, parce qu'en fait c'est une préparation qui est simple à faire. Donc on pourrait la faire chez soi dans l'absolu, mais ce qui est très important, c'est de partir d'une matière première qui est pharmaceutique, mais plus que pharmaceutique, qui est surtout un titre alcoolique élevé, puisque quand on va mélanger l'eau, la glycérine et l'eau oxygénée, qui sont les autres constituants de la formule OMS, on va baisser le titre alcoolique, et pour que la solution soit efficace, il faut qu'on soit un titre alcoolique qui soit aux alentours de 80 degrés. Et si on part de l'alcool qu'on a l'habitude de trouver dans le commerce, ou de l'alcool modifié, les petits bidons jaunes, c'est de l'alcool à 70, si on rajoute l'eau, la glycérine et tout ça, on va avoir un titre alcoolique qui va être trop faible, et on n'aura pas l'action bactéricide ou virucide. Donc ce qui est important, si vous le faites chez vous, c'est très simple à faire, mais par contre soyez extrêmement vigilant à partir à un alcool de 96 degrés, et si vous n'avez pas 96 degrés, en tout cas pas en dessous de 90. En dessous de 90, vous aurez une impression d'efficacité, alors qu'en réalité vous ne serez pas du tout protégé. Donc ici voilà une cuve où on a commencé à mettre l'alcool. Donc on a une pompe
l'alcool, c'est les fûts bleus qui sont là. Et que ces fûts-là sont vides, ils sont en attente d'être repris par Veolia, puisqu'on travaille aussi en partenariat avec Veolia. Il y a plein d'entreprises françaises qui nous aident. Et là, en l'occurrence, c'est Veolia qui vient nous chercher une fois par semaine les fûts vides pour après les faire partir en destruction. Et donc, on a des pompes qui sont des pompes spéciales, des pompes prévues spécialement pour l'alcool. Donc, on remplit ici dans la cuve les différents composants dont on a besoin. On mélange tout ça et après, ça part dans les 2 camions qui sont ici. Et ces camions-là, en fait, la bonne idée qu'on a eue, c'est que ce qui se passe en France et aussi dans le monde, c'est qu'on n'a plus de conditionnement, on n'a plus de bouteilles. C'est un des problèmes aussi, une des raisons de la pénurie, c'est qu'il n'y a pas assez de bouteilles vides disponibles. Et nous, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est aussi à force du réseau pharmaceutique officinal, c'est qu'on est en permanence en contact des gens. Et l'idée, c'est de dire, vous revenez avec vos flacons vides, et nous, on vous remplit vos flacons. C'est-à-dire que déjà, c'est vertueux parce que ça évite de jeter des bouteilles en plastique en permanence. Et on pallie la pénurie de flacons en remplissant à nouveau les flacons des gens. Donc c'est important de faire passer le message aussi, jetez pas vos flacons de gel hydroalcoolique, peut-être même donnez-les à des pharmacies près de chez vous, quoi. Alors le pharmacien ne récupérera pas les flacons pour les donner à d'autres patients, on va remplir votre flacon à vous. D'accord. Mais on ne va pas garder, on ne va pas recycler nous-mêmes les flacons. C'est-à-dire qu'il y a quand même après, vous savez, dans la tête du pharmacien, il y a quand même une traçabilité, une propreté à garder sur les matières premières et les conditionnements. Donc le pharmacien ne vous reprendra pas un flacon vide et vous en rendra pas un autre. Ce qu'il fera, c'est qu'il prendra votre flacon, il vous le remplira et vous redonnera votre flacon. D'accord. Voilà. Mais la bonne idée qu'on a dans ces camions, c'est de dire, bon, on va s'approcher si vous voulez, c'est de dire comment faire pour pallier la pénurie de flaconnage en France. Et en fait, il y a quelque chose qu'on trouve assez facilement encore en France, c'est tout ce qui est cubis, les cubis de jus de fruits ou les cubis de vin. Et donc on se dit, eh ben, mettons la solution hydroalcoolique dans ces cubis. Comme ça, on règle la pénurie de flaconnage. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui est très facilement transportable, c'est-à-dire qu'on peut le palettiser de façon très simple. Et après, ça part directement chez les clients qui en ont besoin. Un client pharmacien qui va avoir besoin de 10 litres, de 20 litres, on va lui donner 1 ou 2 cubis. Un client, un institutionnel qui va avoir besoin, un SDIS par exemple, ou un service de police, où on travaille avec le syndicat de la boulangerie, de la boucherie, et qui ont besoin d'une palette avec 500 litres, et ben, on va pouvoir leur faire une palette, et comme ça partira partout. On règle le problème de conditionnement avec ça. Et puis donc, ça c'est le logo des pharmaciens en ce moment, puisque tout le réseau officinal est complètement impliqué dans cette démarche. Vous voyez la croix verte avec le cœur bleu rouge pour montrer que c'est une cause nationale et que tous les pharmaciens d'officine sont complètement intégrés et investis dans cette mission. Alors on a pas mal de questions, notamment c'est Marie qui nous la pose. Combien de temps ça prend ce processus de création et pour vous de la production à la livraison? Alors dans la journée on fait les 10 minutes, c'est-à-dire qu'on va réceptionner l'alcool, là on attend un chargement d'alcool qui va arriver dans la demi-heure qui arrive. Cet alcool, s'il arrivait le matin à 9h, le soir il repartirait. Encore une fois, on est hyper bien organisé, c'est vraiment notre force. Et ce qui va arriver va être fait dans la journée et va repartir le soir. C'est-à-dire que quasiment l'alcool qui arrive là ce matin peut finir le soir dans votre poche. D'accord. Alors est-ce que vous pourriez continuer de m'expliquer ce processus de création? On a vu donc là-bas la première étape. Oui. Alors donc, le mélange, une fois que le mélange est fait, on vient armer les IBC, puisque ça s'appelle un IBC, des camions. Et après, si on s'approche, si vous voulez. Donc là, vous voyez, alors, je vais faire un petit gymnastique. Enlève le carton. Tu peux enlever le carton? Ouais, hop là, comme ça on va voir. Merci beaucoup. Attends, hop là. On fait travailler tout le monde. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ça suffit pas. Donc là, c'est vraiment des machines qui servent au départ à faire du jus de fruits ou du vin, enfin à remplir les conditionnements. Tu l'as fait marcher la machine? Tu peux faire des poches, tu vois la poche. Mais alors, tu vas donner les poches là-bas? Là, on va enlever le carton de poche, alors évidemment. Donc vous voyez, c'est des poches vides qui sont propres. Là, on a le capuchon. Hop, là, on remplit. La machine est prévue et programmée pour faire 5 litres. Sur ce camion, c'est des 5 litres. Sur l'autre camion, c'est des 10 litres. Comme ça, on n'a pas de changement de format à faire. Encore une fois, on cherche à gagner en efficacité. Au début, on avait un camion, il fallait changer de format, ça prenait du temps. Donc, on préfère prendre
un deuxième camion pour vraiment accélérer les cadences et vraiment pouvoir sortir la production. Parce que notre seule raison d'être aujourd'hui, les pharmaciens d'officine, c'est d'arriver à pallier la rupture des industriels. Enfin, c'est pas que les industriels sont en rupture, mais ils n'arrivent pas à produire suffisamment par rapport à la demande. Et donc nous vraiment, notre rôle aujourd'hui, il est de faire la zone tampon pour que le monde industriel arrive à reprendre des cadences suffisamment importantes et que la demande baisse un peu, pour qu'à nouveau l'offre et la demande soient en adéquation. Aujourd'hui, l'offre est pas en adéquation avec la demande. Il y a beaucoup trop de demandes de la part des patients que d'offres de la part des industriels. Donc nous, notre but, c'est qu'on soit hyper efficace, qu'on arrive à donner le maximum de produits avec des process qui sont certes dégradés, mais qui, encore une fois, sont pharmaceutiques. C'est-à-dire que la préparation qui sort, elle est conforme aux spécifications de l'OMS, elle est active. Il n'y a pas de problème de propreté, il n'y a pas de problème de stabilité, il n'y a pas de problème de... Voilà, c'est une solution qui est efficace en termes d'efficacité produit et efficace en termes de cadence. Voilà, on arrive à les sortir, on va vite, et c'est ce qu'il faut, c'est arriver à donner aux gens de la solution hydroalcoolique le temps que les industriels prennent le relais. Et ça, tous les pharmaciens d'officine sont complètement investis dans cette mission en ce moment. Alors comment ça fonctionne en termes de fournisseurs avec qui vous travaillez? Comment ça se passe? Vous me disiez que vous attendiez une cargaison d'alcool du coup. Comment ça fonctionne? Comment ça s'est mis en place ça aussi? Alors si vous voulez, au tout début de cette histoire, d'ailleurs qui a à peu près un mois, on travaillait avec les fournisseurs officiels, enfin historiques de la pharmacie. Et ces fournisseurs de la pharmacie, ils n'avaient pas du tout les débits prévus en Bouzeau parce qu'ils sont en train d'enlever la... Ils n'avaient pas du tout les débits dont on avait besoin pour faire 10 000 litres par jour. Donc nous, ça fait à peu près maintenant 2 semaines et demie qu'on a eu un nouveau décret qui nous a permis, à nous pharmaciens d'officine, mais tous les pharmaciens d'officine c'est pareil, d'accéder à des alcooliers. Et l'alcool, c'est pas ce qui manque en France. On a des producteurs d'alcool et c'est une matière première qui est facilement disponible. Donc maintenant, on a une dizaine d'alcooliers qui se proposent pour servir les pharmacies françaises. Et nous, on travaille principalement avec Croix. Et ces gens-là sont capables de fournir plus de 10 000 litres d'alcool par jour sans aucun problème. Le facteur limitant aujourd'hui n'est plus la quantité d'alcool. D'accord. Alors on voit vous m'expliquiez tout à l'heure que les tentes qu'on voit, elles ont été fournies par la mairie de Paris. Oui, est-ce que vous pourriez m'expliquer, ça c'est des questions qu'on a notamment sur Twitch, comment ça s'est mis en place, comment ça s'est organisé, comment les collaborations se sont faites? Oui, alors les tentes c'est très simple. Hein. Le maire du 6e, M. Lecoq, est venu visiter le site comme plusieurs personnalités. Et encore une fois, que ce soit la préfecture, la mairie, tous ces gens-là nous demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Et c'est vrai que les tentes, pour l'instant on a de la chance, ça fait 15 jours qu'il fait beau qu'on n'a pas vu une goutte de pluie, mais on est toujours dans la prévision de ce qui pourrait se passer. Et donc les tentes, c'était en prévision d'intempéries pour pouvoir stocker la production le temps que les clients viennent la récupérer. Et donc les tentes, c'est le fait de rencontrer les gens et de dire qu'est-ce que tu as besoin pour que je t'aide, j'ai besoin de ça, ok, est-ce que je peux le faire, je le fais, voilà, donc ça se passe comme ça. Aujourd'hui on a 3 tentes, si demain on en a besoin d'autres, il suffit d'envoyer un mail, la préfecture ou la mairie et on aura d'autres tentes. Le drapeau c'est aussi le drapeau de la mairie, c'est eux qui nous l'ont pressé, pour bien montrer qu'on est un point d'appui pour les soignants qui sont en première ligne, et c'est vraiment une base logistique et de soutien pour tous ces gens-là qui sont vraiment au contact des malades. Ouais, c'est un cas d'école. Est-ce que vous êtes les seuls en France à avoir fait cette entreprise-là, ou est-ce que vous savez si en province, par exemple, ça a été fait également? Alors, les pharmaciens d'officine, on estime, c'est des chiffres, on n'a pas encore les chiffres, puisqu'on est vraiment, chacun est la tête dans le guidon, et on verra à la fin qui fait quoi. On estime qu'à peu près un pharmacien sur 2 fabrique lui-même sa solution hydroalcoolique. C'est-à-dire qu'ils font ça évidemment pas dans des rues, mais ils font ça dans leur préparatoire, comme si c'était une préparation classique, même si là on n'est pas sur un médicament, on est en train de faire un produit biocide, donc c'est pas du tout un médicament. Donc à peu près un pharmacien sur 2 fabrique sa solution hydroalcoolique dans son officine et la délivre à ses patients. Après, moi mon métier, je fais des préparations magistrales. On ne va pas expliquer aujourd'hui ce que c'est qu'une préparation magistrale, mais en 2 mots, c'est un médicament qui est fait sur mesure. C'est vraiment, par exemple, une adaptation de posologie pour un enfant. On va faire exactement la dose dont a besoin l'enfant quand il a un problème cardiaque. On est une quarantaine en France à faire ça, et tous les autres sous-traitants sont dans cette aventure aussi. Alors pas à cette échelle-là, parce que déjà nous on est les plus gros de tous les sous-traitants français, mais tous les sous-traitants français, que ce soit à Marseille, à Vedène, à Pélussin à côté de Lyon, à Nancy, à Rennes,
je ne vais pas tous les citer parce qu'on est une quarantaine, mais voilà, tous sont à fabriquer plusieurs centaines de litres, voire milliers de litres par jour, et répartissent ça dans les secteurs qui leur sont proches. D'accord. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu après comment ça se passe au niveau de la préparation pour le transport, comment, enfin, un peu la dernière étape, quoi. Oui, pardon, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est palettisé. Ça attend ici, et là, là vous voyez, il y a des policiers qui, je suis pas sûr qu'on puisse les filmer, mais il y a des policiers qui viennent chercher de la solution hydroalcoolique pour les équipages de police, puisque eux manquent cruellement, autant les soignants, on arrive à peu près à les fournir, autant ce qui est force de l'ordre et ce qui est SDIS, mais surtout force de l'ordre, ils ont un manque cruel de masques. Vous voyez, ils arrivent, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ou très peu de gants, et ils n'ont pas de solution hydroalcoolique. Donc ces gens-là, en fait, la préfecture de police nous les envoie, on arme les équipages de solutions hydrauliques pour qu'ils puissent travailler. Mais, donc ça se passe comme ça, c'est-à-dire que c'est sur palette, et sur palette, les clients viennent les chercher, ça monte dans des camions ou dans des véhicules personnels, et après ça part chez eux, ou sinon au chaland, ici, c'est là où les parents viennent, et où ils partent directement avec leur bidon. Alors, en gros, comment ça se passe. D'accord. Mais on peut, le plus gros qu'on ait expédié, c'est des fûts bleus. On avait reconditionné des fûts bleus, et les fûts sont partis du côté de Nantes. D'accord. J'ai une dernière question. En cette période où le gel hydroalcoolique est c'est un peu de l'or en barre, hein, c'est un peu du pétrole, comment est-ce que c'est organisé au niveau de la sécurité pour sécuriser le site, et notamment au-delà même des risques d'intrusion extérieure, les risques sanitaires et les risques aussi d'explosion ou de protection? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, et il y a surtout deux grands moments dans la journée. C'est-à-dire que dans la journée, vous voyez, on est quand même relativement nombreux sur le site, on est à peu près une dizaine ou une quinzaine à travailler, et toute la journée, il y a les forces de l'ordre qui tournent et qui viennent. Vous voyez là, ça fait déjà à peu près peut-être le 15e équipage de police qui se présente sur le site, soit pour récupérer de la solution, soit pour voir si tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on a une vraie présence policière qui est importante sur le secteur. Et après la nuit, il y a en permanence deux gardes, dont un maître chien, pour assurer les 50 mètres de rue. Donc il y a deux personnes qui vont garder le site de toute intrusion. Alors, sachant que les risques que vous avez cités, il y en a trois. Vous avez parlé de risques en gros de vol, de risque sanitaire et de risque d'incendie, d'explosion, parce que l'alcool ça n'explose pas, ça brûle. Le risque sanitaire il est complètement maîtrisé, parce que même si on est en pleine rue, on reste sur des process pharmaceutiques, sur des produits qui ne sont pas sensibles en tant que tels, puisque ça reste de l'alcool dans lequel il y a de l'eau oxygénée, donc le risque de développement bactérien il est minime, et quand bien même il existerait, il y a une telle consommation que ce qui est en train de se faire aujourd'hui sera dans 2-3 jours de toute façon utilisé, donc il n'y a pas le temps du développement bactérien. Donc le risque sanitaire, il n'y a pas de risque sanitaire. Le risque, bougez pas. Le risque de vol, entre guillemets, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que si demain il y a 3 gars qui viennent avec un couteau pour voler 10 litres d'alcool, ben, ils voleront 10 litres d'alcool. Je ne vais pas risquer ma vie et celle de mes collègues pour 10 litres d'alcool. Et après, le risque d'incendie, eh ben, on fait le maximum possible avec, encore une fois, dans des situations dégradées. Le risque d'incendie, l'alcool n'a pas de raison de s'enflammer tout seul comme ça, sans rien. Il faut forcément qu'il y ait une flamme à un moment ou à un autre, ou de l'électricité statique sur les IBC. Mais on stocke surtout à cet endroit-là. C'est ce que je vous montre au début. En fait, on stocke nos réserves d'alcool qui peuvent être importantes, puisque un IBC c'est à peu près 1000 litres. On les ceinture de bidons de 200 litres d'eau. C'est-à-dire que demain déjà, puisqu'on a un vrai souci de sécurité, alors moi je suis réserviste à la BSPP, donc si vous voulez j'ai un peu une notion de l'incendie, même si je suis dans un service médical, mais j'ai quand même une notion de l'incendie qui fait que je fais attention à ce genre de choses. Demain on va avoir des bacs de rétention qui vont arriver, donc on aura 15 bacs de rétention qui vont arriver. Donc les IBC seront sur ces bacs de rétention, et tout ça sera ceinturé de murs d'eau qui font que si demain il doit y avoir un incendie, il y aura aussi les flux d'eau qui brûleront, et donc on aura beaucoup d'eau qui s'écoulera au niveau des caniveaux. On a aussi mis ça du côté des zones de bureaux, donc là c'est des bureaux, avec au-dessus un appartement qui lui est vide, donc on a une sécurité au niveau de l'emplacement, et on a vraiment choisi le lieu, et surtout tout cet immeuble, la sortie principale de l'immeuble, elle est de l'autre côté de la rue. Donc si demain il devait y avoir un incendie, ce serait à cet endroit-là, et si c'était à cet endroit-là, c'est l'endroit
le plus sécurisant pour tout le monde, et pour l'arrivée des secours, puisqu'on est juste au niveau de la rue, il y a une bouche d'incendie qui est juste derrière, une autre qui est là. Les pompiers sont venus faire les reconnaissances aussi pour savoir les risques qu'il y avait. Et puis là, c'est des bureaux, un appartement vide et les issues de secours de l'autre côté. Donc, je dis pas qu'encore une fois, on est dans des situations très dégradées. Il est évident qu'il n'y aura pas une crise sanitaire avec le coronavirus. Jamais de la vie, on aurait déjà eu l'idée de faire ça, et jamais de la vie, on aurait eu l'autorisation de faire ça. On fait comme on peut, du mieux qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Et honnêtement, on s'améliore tous les jours un peu plus, mais je suis relativement serein entre la sécurité qu'on a mis active avec les gens, les tuyaux d'eau armés, les extincteurs qui sont cassés, et les mesures qu'on prend. Voilà. Bon, en tout cas, c'est impressionnant, ça a l'air bien rodé. On dirait que tout est prêt depuis des années. Ben non, mais c'est voilà, tous les jours, on réfléchit. Moi, mon rôle au début, c'était effectivement de servir les pharmaciens, de remplir, voilà. Et maintenant, de plus en plus, on est nombreux. C'est de se dire, ok, on se pose. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer toutes les parties du processus, de grand ensemble, quoi. Voilà, j'ai une dernière question, après je vous libère, merci. C'est la deuxième dernière question. Juste une dernière, est-ce que vous savez si au niveau européen il y a aussi des partenariats, des échanges? C'est une question de Max Damas sur Twitch. Alors nous, pour la première fois aujourd'hui, on a une pharmacie belge qui nous a demandé de la livrer. Donc on n'a pas encore décidé de savoir si on allait le faire ou pas faire. En tout cas, à mon niveau, à moi, je ne suis pas au courant d'échanges qu'il y a avec les pays européens. Sur les préparations magistrales, il y en a. On se parle les uns les autres, on essaie de comprendre ce qui se fait ailleurs pour essayer de prendre le meilleur des uns et des autres. Là, on est dans une situation qui tous les jours évolue. Moi, je suis focalisé sur ce qui se passe chez moi, et j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'ailleurs, il se passe aussi des choses. Après, je pense qu'on est quand même relativement unique, c'est-à-dire que j'imagine qu'en France, il n'y a pas d'autre endroit où on fait ça comme ça. Peut-être que ça va donner des idées à d'autres, et tant mieux. Et en Europe peut-être, on avait la télévision russe, là on a eu la télévision roumaine qui est venue, ça te donnera peut-être d'autres idées ailleurs, mais peut-être que ça se fait, je sais pas, je peux pas répondre. Merci beaucoup monsieur Bruno de votre temps si précieux, et félicitations, on a plein d'internautes comme Orchki qui vous félicitent et qui vous remercient.